Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous de participer à ce webinaire pour lequel nous sommes nombreux. Pour information, aujourd'hui, on est 58 inscrits et on compte pas moins de 26 communes et 9 ports labellisés qui sont représentés, soit plus de la moitié des sites labellisés. Et d'ailleurs, sans compter les participants qui représenteraient plusieurs sites. Alors, pourquoi on se réunit aujourd'hui? C'est pour vous présenter le projet d'opération régionale de ramassage et d'observation des déchets sur les sites labellisés Pavillon Bleu en Occitanie. Et voilà, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous serez nombreux à participer à cette action collective. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de conversation. Voilà, on les relèvera au fur et à mesure à la fin de chaque fin de partie. En ce qui concerne le programme du webinaire, tout d'abord, nous allons vous présenter le cadre d'intervention des 3 partenaires, à savoir le Comité régional du tourisme et des loisirs, la direction de la mer Occitanie, mais aussi l'association Terre à Agir. Ensuite, nous vous présenterons les conditions de réalisation des opérations sur site, avec tous les détails et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Dans un troisième temps, nous vous présenterons le plan de communication mutualisé. Puis, l'association Mer-Terre vous présentera la mission d'observation ainsi que les enjeux de l'observation. Enfin, en avant-dernière partie, on aura la chance d'avoir le retour d'expérience de 3 sites, à savoir une commune intérieure, une commune littorale et un port. Et enfin, on fera le point sur le calendrier. Tout d'abord, voilà, je vais laisser la parole à Sophie Mercier pour débuter cette première partie sur le cadre d'intervention des 3 partenaires. Merci Marion, bonjour à tout le monde, merci à tous d'être si nombreux avec nous pour ce projet. Je voulais repositionner ce projet dans le cadre des actions du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. D'une part, il s'inscrit dans une logique de notre travail vers la transition du tourisme durable. Effectivement, depuis 2020, le CRTL est engagé dans cette transition et vient de mettre en place un grand programme opérationnel d'accompagnement des entreprises, des territoires, de façon transversale, en touchant à la fois les questions de mobilité, de communication, de marketing et d'offres, pour aller vers un tourisme de demain qui soit effectivement plus respectueux de l'environnement et plus éthique et responsable, ce qui correspond totalement aux valeurs que nous retrouvons dans ce label Pavillon Bleu. Plus précisément, dans le cadre du pôle de l'offre, au sein duquel on œuvre avec Marion, on agit là dans le cadre de notre soutien à la qualification des destinations, notamment aussi en réaction au contexte de la crise vécue depuis 2020. Cette crise de la Covid-19 qui a fait souffrir et a fragilisé un certain nombre de destinations. Alors, c'est vrai que concernant les destinations littorales, quand même a réussi à faire un été grâce à des initiatives d'ailleurs sur lesquelles vous aviez échangé lors d'un webinaire peu avant l'été 2020. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a besoin d'un renforcement de la valorisation de ces destinations qui sont en plus, de façon méritante, très engagées dans des initiatives qui vont dans le sens des nouvelles attentes des clientèles et des habitants également. On va aussi essayer de poursuivre cet équilibre des territoires et cette démarche nous permet de le faire en engageant à la fois des destinations littorales mais également des destinations intérieures. Grâce au partenariat engagé depuis 2017 avec Terre à Agir et dont la convention, je signale, est en cours de renouvellement pour 3 ans, on a pu travailler à ce soutien au déploiement du label et je dirais la progression des sites labellisés chaque année au niveau de la région. Et merci à tous de permettre de composer ce beau palmarès qui continue de progresser chaque année.
Et nous essayons de vous proposer chaque année des actions collectives qui permettent de mettre en visibilité votre collectif pour, je dirais, avoir un peu des retombées également de tous ces efforts qui visent à l'amélioration du cadre de vie et du cadre de vacances. Dans ce cadre-là, il y avait une année un tutoriel vidéo qui avait permis de développer des supports pour valoriser les initiatives de chacun des sites qui avaient souhaité le faire. On a travaillé l'année dernière donc, sur cette préparation d'été spécifique. Et puis, cette année, on veut vous proposer une opération de coordonnée de ramassage des déchets et d'observation, ce qui est très important. On y reviendra tout à l'heure sur les plages et les ports. Nombre d'entre vous ont déjà des actions de ce type qui sont réalisées, soit régulièrement, soit ponctuellement, chacun un peu de votre côté. Aujourd'hui, notre proposition va viser à faciliter la réalisation de vos actions avec des outils pour vous aider à le faire, à le généraliser pour avoir un plus grand nombre de sites qui puissent y participer et à faire un effet de levier en termes de communication grâce à un engagement qui soit collectif et à des moyens mutualisés que nos partenaires Direction de la mer et Terre Agir vont présenter également après. Voilà. Je vous rappelle juste que notre programme de soutien en 2021 passe par à la fois cette organisation d'un programme de webinaire pour la mobilisation du réseau avec un plan de communication partagé qu'on va vous présenter également, et puis un point d'orgue en octobre 2021 avec toujours les ateliers pavillon bleu au cours desquels on pourra présenter les résultats de cette action, de cette opération régionale. Donc là, je passe la parole à Emeline. Oui, merci. Vous m'entendez bien? De la Direction de la mer, voilà. Oui. Bonjour, donc oui, je fais partie de la région Occitanie, la Direction de la mer, où je suis en charge de toutes les problématiques environnementales et forcément, je travaille sur une grosse problématique qu'on peut connaître en Occitanie et en Méditerranée, hein, c'est les pollutions par les plastiques et par les déchets sauvages en général. Donc c'est un sujet qui est très important pour la région Occitanie. On est engagé de longue date sur ce sujet. Un des points forts, hein, que je voulais mettre en avant, c'était la stratégie zéro plastique ultime qui a été adoptée par la région en décembre 2020 et qui reprend pas mal d'actions qu'on peut mener sur cette problématique pour lutter, mais aussi pour connaître tous les impacts qu'on peut avoir par rapport à ces pollutions. La région accompagne aussi le Parlement de la mer puisqu'elle anime un groupe de travail sur la question des macrodéchets depuis 2017. Et donc, ces politiques régionales et cet engagement des membres du Parlement de la mer nous ont permis de développer depuis 2019 une grande dynamique collective à l'échelle de la région qui a été nommée «Faisons des merveilles pour une mer sans déchets», donc veiller sur la mer avec des engagements concrets de chacun pour pouvoir lutter contre ces pollutions. C'est un engagement qui a été pris avec, donc, comme je vous disais, tous les membres du Parlement de la mer. Donc, c'est les usagers, c'est les ports, c'est les plages. Vous êtes déjà nombreux à travailler avec nous sur ce sujet-là. La politique qui a été menée, c'était déjà d'apporter des éléments un peu concrets d'accompagnement technique, des mises à disposition d'outils, donc les outils Faisons des merveilles. Donc, il y a des guides, il y a du matériel de ramassage, des affiches de sensibilisation, des posters pédagogiques. Et il y a aussi tout un travail aussi pour pouvoir faire grandir plus encore cette dynamique et d'engager d'autres partenaires avec nous dans cette lutte. Donc tout naturellement, on a répondu de manière très enthousiaste à l'invitation du CRT et de Terre Agir pour pouvoir monter avec vous une opération d'envergure pour mettre en avant, hein, tout l'engagement que peuvent avoir les pavillons bleus, puisque, on le sait, les déchets sauvages se retrouvent souvent sur nos plages et sur nos plans d'eau, qu'ils soient intérieurs ou maritimes. Et donc, notre objectif, nous, Direction de la mer et animateurs du Parlement de la mer, c'est de pouvoir vous accompagner sur cette opération, mais aussi plus largement.
Donc, comme je vous disais, avec la mise à disposition de matériel, avec aussi vous aider, vous accompagner si vous avez besoin d'avoir des partenariats avec des associations ou des acteurs locaux, hein, sachant qu'on a déjà plus de 70 structures qui font partie de cette dynamique. Et puis, comme on vous le présentera un peu plus tard, l'objectif aussi, c'est de mieux connaître cette pollution et de mieux comprendre les leviers qui sont mobilisables pour lutter sur ces pollutions. Donc, on vous accompagnera aussi pour l'utilisation de la plateforme de caractérisation des déchets et sur le plan de communication partagé. Donc, voilà, très, très rapidement, je suis très heureuse de voir qu'il y ait autant de monde pour pouvoir travailler sur ce sujet au niveau des pavillons bleus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le cadre du partenariat avec le CRTL Occitanie, l'objectif pour l'association Terragir est de mobiliser les lauréats pavillons bleus de la région Occitanie afin de réaliser des opérations de ramassage de déchets sur les plages et sur les ports labellisés. Le but est de sensibiliser à la pollution de l'eau, à la pollution plastique, afin de changer les comportements et les mentalités, faire prendre conscience de l'importance de ne pas jeter, de trier ses déchets et puis aussi de limiter l'utilisation des emballages à usage unique. Donc, au niveau de la communication, donc elle sera mutualisée avec le CRTL Occitanie et la direction de la mer grâce à un plan de communication partagé. Au niveau national, nous communiquerons donc sur les réseaux sociaux et le site internet du pavillon bleu. Et puis, au niveau international, une communication sera faite par le biais de la Blue Flag Mediterranean Week, donc à laquelle est rattachée cette opération de ramassage de déchets. Et la Blue Flag Med Week, c'est un événement en fait, qui est organisé depuis 2017 par les pays membres du Blue Flag, donc le pavillon bleu au niveau international. Et je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, pour la petite traduction, donc c'est Semaine méditerranéenne du pavillon bleu. Donc maintenant dans cette partie, nous allons vous présenter donc les conditions de réalisation des opérations directement sur les sites en répondant donc aux principales questions que vous pourriez vous poser, à savoir quand, comment, etc. Et donc comme on le disait en début de partie, n'hésitez pas à surtout poser vos questions dans le fil de conversation. On y répondra à la fin de cette deuxième partie. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne donc le quoi. Donc, quel est ce projet? Donc, comme évoqué déjà précédemment, il s'agit en fait donc d'une opération au niveau régional, donc de ramassage, mais aussi d'observation des déchets, donc sur les sites labellisés Pavillon Bleu en Occitanie. Donc pourquoi? Alors pourquoi? Tout d'abord au niveau des enjeux. Donc on retrouve la sensibilisation du grand public aux enjeux liés aux déchets, mais également la volonté de faire progresser donc le bénéfice habitants-visiteurs dans le développement du tourisme, et enfin donc l'inscription dans une dynamique régionale de lutte contre les pollutions en Méditerranée. Au niveau des objectifs, on en compte trois principaux, à savoir donc agir sur le comportement des habitants et des touristes quant à la préservation de leur environnement, mais aussi recueillir des données chiffrées sur les déchets sauvages en Occitanie afin de mettre en place des actions préventives. Et enfin, donc donner de la visibilité aux initiatives des sites labellisés Pavillon Bleu en Occitanie. En ce qui concerne la date de l'opération, donc elle doit se dérouler durant la Blue Flag Mediterranean Week que vous présentera tout à l'heure Maïna. Alors la date n'est pas encore fixée, mais on sait déjà que cette semaine se tiendra début juillet 2021. Donc nous vous enverrons bien sûr un mail dès que la date sera confirmée. Et enfin, pour les opérations de nettoyage sur site, donc elles peuvent se tenir sur une journée, voire sur une demi-journée. En ce qui concerne le lieu, donc pour être inscrit dans le cadre de ces opérations, les actions de nettoyage doivent impérativement se dérouler sur un site labellisé Pavillon Bleu et bien sûr en Occitanie. Par contre, que ce soit une plage ou un port, un site intérieur ou littoral. Comme on le verra avec l'association Mer-Terre tout à l'heure, parce que la pollution de la mer vient aussi de la terre. En ce qui concerne le public attendu, donc comme on l'a vu précédemment,
L'un des objectifs étant d'agir sur le comportement des habitants et des touristes quant à la préservation de leur environnement. Vous pouvez cibler autant les habitants que les touristes ou encore bien sûr les enfants par le biais par exemple de clubs ou de centres de loisirs, voire les écoliers en fonction de la date de l'opération, puisque les vacances scolaires commencent qu'à partir du 5 ou 6 juillet il me semble. Je laisse maintenant donc la parole à Parler Emeline. peut-être un peu plus voilà, du comment. Donc, il y a certaines de vos structures qui ont déjà fait du ramassage citoyen, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, vous donner quelques petites pistes pour pouvoir vous rassurer aussi sur les étapes un peu calibrées de tout ça et l'accompagnement qu'on pourra vous fournir. Donc, le comment, il y a quelques travail à faire, on va dire, en amont de l'opération, hein, puisqu'il faut quand même avoir une mobilisation de vos structures, mais aussi une mobilisation d'autres acteurs, hein, donc les services municipaux, intercommunaux ou les syndicats qui sont en gestion des déchets, donc doivent être mobilisés. Donc, il y a la partie organisation de la manifestation en tant que telle, hein, avec les autorisations de voie publique si nécessaire. Et puis, en cette période de Covid aussi, vérifier aussi auprès de la préfecture les possibilités de pouvoir faire des opérations, hein, sachant qu'actuellement, on peut en faire. Il y a souvent une limite de demander à ce que les personnes qui font des ramassages sur les sites ne se regroupent pas à plus de 6 personnes sur les zones, mais c'est possible de le faire. Et puis la mobilisation aussi par rapport à la prise en charge des déchets qui ont été ramassés après l'opération, puisque l'objectif, c'est pas de les laisser sur place, c'est que le vent, la pluie les ramène à l'endroit où ils étaient à l'origine. La mobilisation en amont peut aussi permettre de trouver des acteurs associatifs ou des gestionnaires d'espaces naturels qui peuvent vous accompagner. Peuvent vous accompagner sur l'organisation du ramassage en tant que tel ou sur des séquences de sensibilisation et même sur la partie tri, comptage, donc on appelle caractérisation des déchets ramassés. Ça, c'est facultatif, mais vous pouvez le faire. On a commencé à faire l'exercice de voir les acteurs qui étaient déjà investis dans la campagne Faisons des merveilles et que vous pouvez mobiliser. Donc, on pourra vous accompagner si vous en avez besoin pour trouver ce genre de partenariat. En amont, il faut aussi travailler donc sur la définition précise, hein, du périmètre de l'opération. Donc, au-delà du fait qu'il soit pavillon bleu, il faudra éviter des zones dangereuses si vous souhaitez travailler avec des enfants. Il faudra aussi faire attention aux zones sensibles de manière écologique, hein. On va éviter d'aller sur des zones où des oiseaux sont en train de nicher ou des choses qui sont peut-être pas forcément intuitifs, mais sur lequel un gestionnaire d'espace naturel pourra vous accompagner. Et puis en amont aussi, on vous conseillera aussi de prévoir peut-être une inscription ou au moins pouvoir faire passer l'information auprès des futurs participants sur les conditions de ces ramassages et pour avoir une idée des personnes qui pourront être là le jour J. Donc concrètement aussi, donc je vous avais parlé d'outils mis à disposition par le Parlement de la mer et la région. Donc le kit de ramassage Faisons des merveilles fait partie des éléments techniques concrets qu'on peut vous mettre à disposition. Donc le kit contient du matériel réutilisable, donc qui pourrait être mobilisé pour cette opération, mais que vous pourrez réutiliser pour vos prochains ramassages si vous souhaitez en faire, donc avec des paires de gants réutilisables, des sacs en toile de jute et puis un peson aussi pour aider à la caractérisation. Donc ce matériel ne sera peut-être pas suffisant, hein. Il faudra aussi prévoir d'autres sacs, des sacs poubelles selon les déchets ramassés, voire aussi peut-être des pinces pour pouvoir accéder aux enrochements, par exemple, sur des digues. De la même manière, on a des contacts avec les intercommunalités ou d'autres partenaires qui ont ce genre de matériel et qui pourraient vous les prêter ou vous accompagner pour vos ramassages. Et voilà, donc le comment, c'est aussi le jour du ramassage. Il y a aussi une organisation à prévoir, hein, sur le lieu de l'opération. Il faut prévoir un lieu de rassemblement pour l'accueil des participants,
pour les faire émarger et surtout avoir une autorisation de droit à l'image si vous souhaitez communiquer et prendre des photos. Les briefer sur le déroulement du ramassage, prévoir aussi, si vous souhaitez avoir une séquence de sensibilisation, un lieu adapté à ça, et puis aussi prévoir la zone de tri de caractérisation des déchets. Et voilà, si cela est possible, prévoir aussi un moment convivial final qui est toujours bien apprécié des volontaires. Donc, sur l'organisation du site, il faudra aussi prévoir le matériel pour la collecte des déchets, donc des conteneurs spécifiques avec possibilité de tri. Donc, c'est des choses que vous pourrez voir en amont aussi avec les services de collecte qui géreront tout ça. Et puis, peut-être définir aussi des parcours et des zones de ramassage pour anticiper la forte participation et puis éviter d'avoir un trop gros rassemblement sur la même zone. Et donc, le jour de l'opération, c'est vrai qu'il y aura besoin d'avoir un encadrement des participants pour l'accueil, le ramassage, la séquence d'observation, sur lequel il y aura donc une mobilisation de votre part, mais aussi, comme je vous le disais, beaucoup d'associations locales qui sont prêtes à vous accompagner pour faire tout ça. Avant d'aborder peut-être la question du plan de communication, merci Emeline, parce que c'est vrai que c'est important cette partie logistique et organisation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et auxquelles ils devront répondre par rapport aux collectivités auxquelles ils vont proposer, à leurs collectivités, quand ils vont proposer d'organiser cette opération, d'y contribuer. Donc, le temps que les questions arrivent, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant, mais je pense qu'elles vont arriver au fil de la réunion, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, je précise effectivement, suite à une demande, que ce support de présentation sera mis à votre disposition. C'est vrai qu'il est assez riche, il a bénéficié de contributions de tous et donc on vous le mettra à disposition pour que vous puissiez l'utiliser aussi autant que de besoin. Il y aura aussi un replay vidéo du webinaire et on vous donnera les infos pour y accéder avec les bons liens ultérieurement. J'ai une question de Caroline qui concerne les bases de loisirs, mais je voulais qu'elle me précise effectivement, puisqu'elle me demandait si ces kits de ramassage seraient les mêmes pour les bases de loisirs. Pour moi, les bases de loisirs, ce sont surtout des sites qui abritent en fait des plages. Est-ce que Marion ou Émilie, il y a une précision à apporter par rapport à ça? Je ne vois pas pour moi la différence. Alors, les kits sont mis à disposition de tout collectif qui souhaite faire organiser un ramassage. Donc, ça peut être une collectivité, ça peut être un port, ça peut être une association. On a eu aussi une distribution, notamment via la Fédération de voile, à beaucoup de clubs de voile qui sont déjà équipés en Occitanie, en zone intérieure et sur le littoral. Donc, on n'a pas de limitation sur les personnes qui pourraient être destinataires de ce kit. Je voyais une seconde question par rapport aux autorisations dans les ports de ramassage. Eh bien, il faut vérifier les zones sur lesquelles vous voulez faire du ramassage. Si vous parlez de ramassage aquatique, voilà, c'est plus compliqué. Il y a quand même un encadrement spécifique hein, et puis des niveaux de plongée, notamment si c'est des scaphandriers. Si c'est du ramassage sur digue, voilà, l'autorisation juste du port suffit, sachant que ça semble évident quand on le dit, mais c'est peut-être pas forcément intuitif. La pêche aux déchets par aimant est interdite hein, dans nos enceintes portuaires, hein, puisque donc c'est une technique qui existe hein, pour pouvoir aller chercher au fond de l'eau des objets métalliques, mais voilà, avec des obus ou des munitions qui peuvent parfois traîner au fond de nos ports, il ne faut surtout pas utiliser cette technique-là. Donc après, c'est des choses qu'on pourra travailler avec vous s'il y a besoin pour vérifier toutes les autorisations et les techniques possibles. Merci Emeline. Donc, je précise, si vous pouviez poser vos questions à l'ensemble de façon collective pour qu'on puisse, moi je puisse effectivement voir sur le fil conducteur comment les retranscrits, parfois comment certaines vont se recouper, sera plus facile. On va les prendre au fur et à mesure quand elles vont vous venir, puisque là je vois qu'on les épuise. Et puis, associé à cette journée de nettoyage, les pêcheurs, une suggestion des Gwenaël. Voilà, donc je vois qu'Emeline effectivement est d'accord avec cette idée.
C'est une très bonne idée. Et puis de Sébastien Vieux, notre plage urbaine étant nettoyée mécaniquement tous les matins, peut organiser un ramassage en fin de journée. Alors vous avez toute liberté pour vous organiser effectivement, que ce soit sur la question de la durée, d'une demi-journée, d'une journée, de la temporalité. Je pense qu'on va définir une période en fait, effectivement, sur 8 jours avec un ou deux week-ends pour qu'il y ait une souplesse, pour que chacun puisse organiser ça le jour qui convient en fonction des personnes que vous voulez faire participer. Donc, effectivement, il vaut mieux avoir des petites choses à ramasser quand même, ou alors stopper le nettoyage mécanique, sachant qu'effectivement, en plus, au niveau des procédés durables, on commence à un petit peu revenir là-dessus, mais voilà, vous avez une grande liberté pour le faire là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on continue peut-être, Marion, et on enclencherait sur la présentation de ce qu'on peut vous proposer en termes de plan de communication en rapport avec ça? On refera un deuxième point tout à l'heure à la fin de la présentation du plan de communication avec toutes les questions qui seront arrivées, qu'elles concernent la communication ou qu'elles concernent la logistique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, voilà, effectivement, donc, durant cette troisième partie, nous allons vous présenter le plan de communication mutualisé mis en place par les 3 partenaires de l'opération, mais bien sûr que nous vous invitons à partager également. Alors moi, je rajouterai juste une chose, c'est que tout ce qui va vous être présenté sur les différents types de supports de communication sur lesquels la direction de la mer, Terragir et le CRTL vont faire leur maximum pour diffuser, rayonner et communiquer. Je vous invite au fur et à mesure à réfléchir effectivement aux supports dont vous disposez, vous, chacun des sites, et que vous pourrez faire jouer en écho, en partage ou en complément, parce que je pense que c'est l'addition de tout ça qui va être vraiment intéressant. Et donc, on n'a pas indiqué effectivement, mais tout ce que vous pourrez abonder va être très, très intéressant pour avoir un vrai impact. Voilà. Marion, à toi. Donc, tout d'abord, sur la partie site internet, donc, qui est le premier outil. En ce qui concerne le CRT, donc une page sera dédiée à l'opération sur la plateforme grand public, donc tourismeoccitanie.com, sur laquelle il y a eu plus de 2 300 000 visites en 2020 et plus de 4 700 000 pages vues. Donc, sur cette page dédiée, on retrouvera la présentation de l'opération, ses enjeux, mais aussi la liste des sites participants et éventuellement un renvoi vers vos pages dédiées à l'opération ou vos sites web. Donc, l'opération sera également mise en avant sur le bandeau de la page d'accueil qui sera donc cliquable et qui renverra sur cette page dédiée. Et enfin, on retrouvera une nouvelle page de l'opération sur le site pro du CRT. Du côté de la région, on va proposer un article dédié à cette opération d'envergure pavillon bleu sur le site de la région, donc qui sera mis en une dans la période du ramassage de cette semaine-là. Il y aura aussi un relais au niveau du calendrier du site de la région et puis les outils mobilisables de toute manière toute l'année dans le cadre de Faisons des merveilles. Et il y a un agenda maritime du Parlement de la mer, donc sur le site internet et les pages dédiées au Parlement de la mer, où il y a possibilité d'inscrire votre opération pour pouvoir faire du recrutement de bénévoles, de ramasseurs, mais aussi pour faire connaître votre opération. Donc, possibilité d'inscrire votre opération au niveau du Parlement de la mer et il y aura un relais au niveau de nos sites internet. Au niveau de Terragir et du pavillon bleu, un article sera publié sur le site grand public pavillonbleu.org dans la rubrique Actualité. Et l'article apparaîtra sur la page d'accueil du site internet pour plus de visibilité. Et des articles seront également publiés sur le site internet du Blue Flag International, donc qui est le site blueflag.global. Et le Blue Flag International soutient la Blue Flag Midweek et rédige chaque année un article pour parler des ramassages de déchets qui ont été mis en place sur les sites labellisés dans les différents pays membres. Donc voilà, et comme le disait Sophie précédemment, donc nous vous invitons également à communiquer sur vos sites internet, voire à créer des pages dédiées à votre opération pour que nous puissions donc renvoyer directement sur ces pages. Donc en ce qui concerne les newsletters, donc le CRT va également diffuser l'information par cet outil. Donc tout d'abord par la newsletter grand public avec un premier article en amont de l'opération afin d'en faire la promotion.
et un second article après l'opération afin de présenter donc les résultats. Et il y aura également un article bilan qui sera présent dans la newsletter pro hebdomadaire du CRT, la newsletter liaison. Au niveau de Terragir et du pavillon bleu, donc un article sera publié dans la newsletter du mois de mai pour parler de l'opération en amont. Et un deuxième article sera publié dans la newsletter de l'été avec un bilan de l'opération et des photos. Et donc la newsletter du pavillon bleu, elle est envoyée tous les 2 mois et il y a environ 1500 personnes dans notre liste de diffusion. En ce qui concerne donc les réseaux sociaux, le CRT va faire un post sponsorisé en amont de l'opération sur la page Facebook grand public du CRTL, Tourisme en Occitanie, qui a d'ailleurs plus de 155 000 abonnés, afin de présenter donc en quelques mots l'opération et renvoyer sur la page dédiée expliquée précédemment. Donc ensuite, on fera également des posts bilan de l'opération qui seront diffusés et sur la page Facebook grand public et sur la page Facebook pro du CRTL. Côté région, donc on va aussi mobiliser nos réseaux sociaux pour diffuser l'information, donc les Zoom Actu et puis les liens URL des différents partenaires pour pouvoir faire connaître l'opération donc, lors de cette semaine de mobilisation. Donc, réseaux sociaux de la région. On mobilisera également les membres du bureau du Parlement de la mer qui sont très actifs sur le sujet. Pour rappel, il s'agit des représentants de l'UVPO, des fédérations du nautisme, des pêcheurs, conchiliculteurs, donc qui permettent d'avoir aussi un relais auprès de très nombreux acteurs en Occitanie. Concernant les réseaux sociaux du pavillon bleu, des publications seront faites tous les jours pendant la semaine de la Blue Flag Midweek sur nos 3 réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter. Des photos et des articles seront publiés pour valoriser les lauréats et présenter les bilans de chaque ramassage de déchets, les quantités collectées, les types de déchets trouvés, etc. Et des publications seront relayées aussi par les pays membres de la Blue Flag Midweek et aussi par le Blue Flag International. Donc voilà, une nouvelle fois, nous vous invitons donc à partager ces différents posts et également à faire des publications sur vos pages, que ce soit pour recruter dans un premier temps les participants ou bien pour diffuser par exemple des photos de vos opérations. Pour ce qui est donc du kit de communication, alors il y a une affiche qui est dédiée à l'opération avec les logos des 3 partenaires. Donc cette affiche est en cours de création. Nous vous la présenterons donc lors du prochain webinaire technique et nous vous enverrons par la suite ensuite le fichier pour que vous puissiez l'imprimer. En complément, donc le Parlement de la mer met à disposition tous les outils de communication élaborés dans le cadre de Faisons des merveilles. Donc il y a des affiches de sensibilisation, des posters pédagogiques, donc vous avez l'illustration, mais ces éléments sont disponibles d'ores et déjà sur le site internet de la région sur la page Faisons des merveilles et aussi mise à disposition du logo Faisons des merveilles si vous souhaitez vous y inscrire dans cette dynamique collective. Et enfin, en ce qui concerne la presse, donc le Comité régional du tourisme et des loisirs va rédiger et diffuser un communiqué de presse auprès de l'ensemble des journalistes de son réseau. Et nous vous enverrons également ce communiqué pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, diffuser auprès des journalistes locaux. Donc, pour vous présenter un peu plus la Blue Flag Midweek, il s'agit d'un événement qui a été créé en 2017 par les pays membres du Blue Flag International. L'événement s'inscrit dans le cadre de Clean Seas, qui est un programme des Nations Unies et qui vise à lutter contre la pollution plastique des océans. L'événement se déroule chaque année sur une semaine, généralement la première semaine de juillet. Pour l'édition 2021, les discussions sont en cours avec les autres pays et nous vous en parlerons plus en détail lors du prochain webinaire. Chaque pays participant invite les communes labellisées à organiser des nettoyages de plages. Cette année, dans le cadre du partenariat avec le CRTL Occitanie, nous avons ouvert l'événement aux ports de plaisance ainsi qu'aux communes intérieures pour plus d'impact et de visibilité. Et de plus, tous les territoires sont concernés car 80% de la pollution marine provient de l'intérieur des terres. L'ensemble des pays participants dispose d'un slogan commun, donc qui est Caring for the Sea that Unite Us.
et une même bannière est utilisée pour communiquer. Donc, c'est celle qui est là sur le slide. Donc, l'année dernière, les nettoyages de plages n'ont pas pu être organisés à cause du confinement. Donc, à la place, une campagne de sensibilisation a été réalisée et a été diffusée par l'ensemble des pays participants. Donc, en 2020, 13 pays ont adhéré à la démarche. Et au niveau de la France, on a diffusé les visuels tous les jours sur nos 3 réseaux sociaux. Donc là, on voit les visuels qui ont été diffusés à gauche là, de la slide. Et en 2019, plus de 340 bénévoles ont participé au nettoyage de plage en France. Donc, il y avait des enfants, des adultes, des plongeurs et même des ânes et des chevaux. Et il y avait 11 pays qui ont participé cette année-là. Et comme vous pouvez le voir sur les photos à droite, la même bannière est proposée sur les photos afin qu'il y ait une communication commune avec une charte graphique spécifique. Et donc, nous allons vous diffuser la vidéo de présentation qui a été réalisée en 2019. Ladies and gentlemen, plastic is a wonderful material. It's light, it's strong, it's long-lasting, but it has no place in the food chain. Nature has no defense. In Europe, up to 500,000 tons of plastic waste end up in the ocean every year. Turtles, seals, birds, whales, and fish, they are all suffering as a result. And it's not just the wildlife. No one goes to the beach because they want to swim in plastic soup. So the European Commission decided to take action. That's why, a year ago, we adopted a new strategy for plastic. It's part of our efforts to make Europe a more circular economy. It included a new directive to reduce marine litter from single-use plastics and abandoned fishing gear. Change can happen very fast, provided you change people's minds first. I know that the Blue Flag is doing just that, keeping these issues in the public eye and pointing the way to cleaner seas. On behalf of the Commission, thank you for your efforts to clean the sea we love so much. Let's keep that blue flag flying. J'espère que vous avez bien pu voir la vidéo. J'ai l'impression que c'était un petit peu saccadé. Mais en tout cas, on peut aussi vous l'envoyer si vous souhaitez, la revoir. Et je ne sais pas si, voilà, si vous avez, comme vous avez pu le voir, en fait, cette année-là, on a eu le soutien de la Commission européenne. Donc voilà, on a eu du coup un plus gros impact pour cet événement. Et on espère que cette vidéo vous a donné envie de participer à cette opération. Alors, effectivement, juste pour confirmer, on mettra le lien pour revoir cette vidéo dans le mail compte rendu qui vous sera adressé à la suite la semaine prochaine. Donc, merci pour tous ces éléments. C'est vrai, c'est très riche. C'est un plan de communication, à mon avis, qui est quand même assez important, qui a été travaillé entre les 3 organismes pour effectivement être incitatif pour vous et effectivement vous proposer une action collective qui a un impact. Alors, pour répondre à la question de Lionel Pichot, c'est vrai que le plan de communication que vous venez de voir, il est vraiment en application de cette opération collective ponctuelle. Pourquoi pas la rendre récurrente? On verra en fonction des résultats si dans les années prochaines, il y a des choses à envisager pour la rééditer, voir en l'adaptant ou pas.
Aujourd'hui, d'abord, on l'expérimente. C'est vrai qu'elle elle est dédiée au site Pavillon Bleu, d'une part parce que ce sont les destinations balnéaires et nautiques qui avancent vers le tourisme de demain. Et effectivement, on souhaite aussi les mettre en valeur, faire reconnaître toutes les initiatives et les efforts qui sont faits sur ces sites. Ce sont un peu nos locomotives dans ce domaine-là. Et puis comme ça, on souhaite être incitatif vis-à-vis de ceux qui pourraient rejoindre le collectif en allant vers le label Terragir, et progressivement, on sait que ça augmente un peu chaque année. Je sais que les jurys sont en cours, donc on n'en parlera pas pour le palmarès 2021, mais en tout cas, il est clair que voilà, nous, pour l'instant, sur cette opération, c'est une opération qui a un périmètre bien défini. Donc, le plan de communication, il est conditionné il lui est conditionné. Sur les questions d'observation, nous, ce qu'on propose, vous allez voir tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir une action d'observation qui permette de se situer au niveau régional à la suite de cette opération. Madame Poitou va le présenter tout à l'heure et présenter aussi les moyens de l'association Mère-Terre qui seront mis à disposition pour ce recensement. Je sais qu'il fonctionne au-delà de notre opération, bien sûr. Nous, on vient se greffer dessus et les utiliser. Mais pourquoi pas, s'il y a des possibilités d'inscrire vos actions au fil de l'année sur cette plateforme. Pour nous, en tout cas, en ce qui concerne l'initiative du CRTL, on est vraiment sur une opération ponctuelle bien déterminée. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'elle aura déjà un bon impact là-dessus. J'ai une question sur le parc naturel marin du Golfe du Lion. Oui, le parc naturel marin du Golfe du Lion a été informé de cette opération. Je vois Emeline, si tu veux compléter, et ainsi que le parc de la Narbonnaise qui a souhaité aussi pouvoir mobiliser sur son territoire les acteurs. Oui, alors le parc marin et d'autres gestionnaires aussi de sites naturels littoraux et maritimes sont impliqués dans la campagne Faisons des merveilles et peuvent accompagner notamment pour proposer des petites séquences de sensibilisation ou de connaissances sur la biodiversité. Donc, ils sont souvent partie prenante sur cette partie qui permet d'avoir plus d'informations sur le sujet. Et oui, en effet, ils sont dans la boucle. Autre chose aussi, c'est vrai qu'en fait, dans ce plan n'apparaissent pas les capacités de communication des ADT-CDT, mais je vous rassure, ils sont conviés à ce webinaire, ils sont bien pour nous un maillon important dans la boucle. Ce que je pense, d'ailleurs, je n'ai pas vu tous ceux qui étaient présents, j'ai vu passer Thierry Blanchard, donc je salue Thierry pour le Gers, mais ce que je voulais vous dire, et j'en nommais quelques-uns, c'est qu'en fait, je pense que notre prochain rendez-vous qui permettra de rassembler les sites qui s'engageront dans cette opération, je pense que là, ce sera plus facile, effectivement, pour les ADT qui seront concernés, de voir comment on va joindre nos forces et nos moyens avec eux. Mais il n'y a aucun doute, effectivement, aussi, je sais qu'on pourra compter sur eux. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant sur le plan de communication, peut-être qu'on peut avancer sur une partie très importante de cette opération qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne nous a pas attendu pour que soient réalisées des observations, des opérations de ramassage de déchets, que ce soit sur les sites littoraux, sur les sites intérieurs. Ça existe sur les sites urbains, ça se développe beaucoup. Pour nous, un des grands challenges de cette opération, c'est bien la question de l'observation qui va nous permettre de nous inscrire dans une réflexion, dans de la sensibilisation, dans de la stratégie à plus qu'à court terme, on va dire à moyen voire à long terme. Notre souhait, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de faire ces opérations de ramassage. Et pour ça, c'est bien de pouvoir se situer, de voir comment les choses évoluent, sur quoi il va falloir influer. Donc, merci à Madame Poitou de nous rejoindre pour l'association Mère-Terre et de nous expliquer comment cette observation va pouvoir se faire à l'appui de vos outils. Je ne sais pas si Emeline, qui travaille souvent avec l'association Mère-Terre, tu veux compléter une présentation que j'ai fait très succinctement.
C'était succinct mais très complet, hein. C'est vraiment dans cette logique-là où, le Parlement de la mer, la région et avec l'appui, de l'association d'Isabelle, on voulait vraiment travailler sur, des démarches encore plus vertueuses que ce que peuvent faire déjà, les associations ou les collectivités qui font du ramassage. Donc les accompagner parce qu'ils n'ont pas forcément, toute la connaissance et tout, comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, cette connaissance des déchets. Donc l'objectif, comme tu le disais, c'est de mieux comprendre ce qu'on ramasse pour identifier peut-être des origines de fuite de déchets ou des leviers qu'on pourrait actionner pour à terme ne plus avoir ces déchets à ramasser. Et Isabelle nous l'expliquera sûrement mieux que moi. Ok, merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation à faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Je suis un petit peu... c'est impressionnant, même si je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans et un public qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude auquel on n'a pas toujours l'habitude de s'adresser au sein de l'association Merterre, parce que là, c'est vrai que cette occasion, elle nous est donnée de travailler avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de terrain, les pouvoirs publics. Et pour nous, c'est vraiment une cible et des acteurs avec lesquels on voudrait augmenter nos interactions. Parce qu'en effet, les collectivités territoriales et les gestionnaires sont finalement ceux qui ont le plus de pouvoir d'agir. Et vraiment d'avoir des résultats concrets. Donc, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour ça. Je vais partager mon écran. C'est bon? Ah, il me semble que c'est très bien. OK. Pour moi, c'est parfait. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, la présentation des outils de sciences collaboratives que nous avons co-construits avec un ensemble de partenaires que je vous fais aujourd'hui, donc se fait dans le cadre de ce projet de fédérer, de mobiliser les acteurs de la région Occitanie dans un ramassage et une observation des déchets sauvages sur les sites pavillons bleus en Occitanie. Très vite, pour vous présenter l'association Merterre, elle a été créée dans les années 2000, donc je l'ai créée, j'étais en cours de thèse. Je me suis spécialisée sur la question des déchets sauvages diffus qui peuvent aboutir en milieu marin, on les appelait les macro-déchets à l'époque. Et progressivement, la spécificité de l'association s'est construite sur sa base, ses fondations sont la caractérisation, les méthodes de caractérisation des macro-déchets. Et c'est vraiment le pilier sur lequel on s'appuie pour définir ensuite des outils, des plans d'action, des programmes de sensibilisation. C'est vraiment le début de la mise en œuvre d'une politique publique. Progressivement, on s'est mis à coordonner des opérations de nettoyage et notamment on coordonne une opération qui s'appelle Calanque Propre, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc nous avons progressivement créé et fabriqué des outils d'éducation et de sensibilisation. Nous travaillons beaucoup aussi en ce moment, on est très sollicité sur la valorisation des déchets ramassés dans le cadre de ces opérations. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on n'a pas encore résolu complètement le problème parce qu'on a des déchets qui ont séjourné dans l'eau, qui sont abîmés, qui sont attaqués par le soleil et la valorisation et le recyclage n'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup d'innovation en ce moment. Et on travaille depuis longtemps avec l'État, depuis 2009, mais je vous présenterai donc l'historique un petit peu des plateformes dans la slide qui suit. Et tout ça, c'est pour renforcer la capacité des acteurs à mener des actions concrètes et coordonnées dans leur territoire. Notre but, c'est d'armer et de rendre plus efficaces, plus coordonnées, plus synchronisées les actions de tous, parce que c'est en unissant nos forces qu'on aura plus de résultats. Et on accompagne donc à la mise en œuvre des politiques publique globale concertée, puisqu'aujourd'hui, on a enfin une politique globale concertée sur cette thématique. Je vais vous raconter c'est un peu un film de narration pour que vous ayez bien en tête voilà où nous nous situons. Donc l'espèce humaine, depuis qu'elle est sur cette planète, elle a vu une croissance démographique extraordinaire ces 200 dernières années. C'est très impressionnant quand on met ça sur un graphique, parce qu'on voit bien que il y a 200 ans, on était moins d'1 milliard sur la planète. Donc, dit comme ça, de suite, c'est assez choquant.
Et en fait, ce qui a permis cette croissance extraordinaire de la population humaine, ce sont les énergies fossiles. Cette énergie concentrée dans le pétrole, qui sont finalement les déchets de la nature, qui sont biodégradables. Hein. Le pétrole, c'est de la putréfaction de matière organique, c'est biodégradable. Donc. Et finalement, on en a fait, nous, grâce à ce pétrole, donc qui est vraiment les bases qui sont... c'est là-dessus que se construit toute notre société. Finalement, ce pétrole nous permet de fabriquer du plastique. Donc, comme le disait tout à l'heure le monsieur de la Commission européenne, en effet, c'est un matériau qui est tellement extraordinaire qu'il a envahi notre environnement. C'est vrai que le plastique, dans les années 60-70, et ça continue à avoir des usages très importants, très utiles, nécessaires, indispensables. Et puis, la production et la croissance fait que on est rentré dans une production qui est au-delà du raisonné, au-delà du raisonnable, et il y a comme ça une prolifération importante d'objets qui ne sont pas forcément indispensables. Et on voit que dans ces objets, c'est le packaging, l'emballage. Et ce qu'on trouve, vous allez voir les résultats des déchets qu'on trouve sur le terrain, c'est beaucoup d'emballages plastiques qui sont très facilement mobilisables par le vent, les eaux de ruissellement, et c'est malheureusement ce qu'on retrouve en majorité dans les déchets qui aboutissent en mer. Et quand on voit la progression de la production du plastique, on voit qu'en Europe, cette production, elle a stagné et elle diminue là. Ce qui est impressionnant, c'est un beau challenge, hein, parce que ça veut dire que les réglementations, la politique, les plans d'action fonctionnent. On a arrêté de croître dans notre production de plastique en Europe. En revanche, on voit que dans le monde, elle continue largement d'augmenter et les prévisions sont plutôt à la hausse dans les années qui viennent. Donc, on va avoir pendant longtemps encore cette question des plastiques qui va se poser à nos sociétés. Et ce plastique, malheureusement, en fait, dans nos mentalités, souvent, on a utilisé l'eau et le feu pour épurer. C'est inconscient. C'est vraiment une question de bon sens. On s'est installé en bordure de cours d'eau. L'humanité a naturellement utilisé l'eau et le feu pour épurer. Et c'est resté bien ancré. Et la notion de pollution n'a pas forcément été associée à ces déchets, à ces objets du quotidien. La pollution, c'est ce qui ne se voit pas. La pollution, c'est la pollution chimique, gazeuse, les hydrocarbures, les marées noires. Mais comment est-ce qu'on peut considérer que nos objets du quotidien, moi là j'ai une tasse ou du sel ou quoi, ces objets-là qui sont des macro-déchets, les scientifiques, jusque-là, ne les étudiaient pas en tant que pollution. Les outils scientifiques, eux, vont mesurer des concentrations dans des volumes d'air ou d'eau. On a des molécules toxiques, on va avoir le cadmium, le plomb, les métaux lourds, les matières organiques. Mais finalement, la notion de pollution, elle n'a pas été éveillée dans les consciences des habitants, des utilisateurs et même des décideurs et même des gestionnaires des collectivités territoriales. Jusque-là, le geste de jeter son mégot de cigarette, j'ai encore des photos, enfin, on va consciencieusement faire l'effort de jeter son mégot dans une bouche d'égout en pensant bien faire. Il n'y a pas de notion de mal faire, de malintention. C'est juste de la méconnaissance et d'usage, de pratique qu'on a depuis longtemps. Donc là, c'est un grand challenge qui est devant nous. C'est comment on arrive à faire changer ces mentalités-là, faire prendre conscience de ce nouvel enjeu environnemental que jusque-là, on n'avait pas bien compris. Là, le fait que les déchets reviennent sur nos plages, qu'on voit des animaux morts avec ces déchets dans le ventre ou empêtrés dedans, c'est comme si la mer venait nous interroger en nous disant « mais attention, finalement ça pollue là, ce que vous êtes en train de fabriquer, même si c'est gros et que ça n'a pas l'air très dangereux, que c'est inoffensif comme tous nos objets du quotidien, en fait non, c'est grave ». Et donc là, il faut travailler sur les rejets privés dispersés, mais également sur les modes opératoires des collectivités territoriales, parce que les services techniques, pareil, ou je ne sais pas moi, un tenancier d'un restaurant, quand ils étaient ouverts, ou des bars, les mégots de cigarettes, on pousse ça avec le jet et ça va descendre dans le réseau pluvial. Et le réseau pluvial est finalement assez souvent dégrillé, hein, il a des grilles. Le centre-ville, parfois, est rattaché à la station d'épuration, mais dès qu'il pleut très très fort, de toute façon, l'eau doit s'écouler et souvent, elle descend directement à la mer avec des grilles
mais au travers vont passer de nombreux déchets. Et parfois, il y a des endroits où ce n'est pas dégrillé du tout parce qu'il faut absolument que ça descende très très vite. Donc, comme vous l'avez dit, les éléments naturels, la pluie, le vent, finalement, vont entraîner, on parle de 80% des déchets qui descendent des bassins versants vers la mer. Finalement, quand on est sur une plage, une île déserte, évidemment, 100% des déchets viennent de l'extérieur, viennent de la mer, mais là où sont les activités humaines, là sont les productions de déchets, et finalement, et c'est ça qui descend vers la mer. Donc, pour synthétiser tout ça, on est dans un paysage, dans un contexte qui dit que bientôt, on sera à 9 milliards, hein, on a dit, ça c'est les chiffres en 2050. La production de déchets continue à augmenter. Quand on dit zéro plastique, zéro déchet, on sait bien que c'est un vœu pieux et que le chemin sera long. Une grande partie de nos déchets n'est pas biodégradable. C'est bien le problème, c'est qu'on a fabriqué des objets que la nature ne sait pas dégrader. Ils sont fabriqués pour être imputrescibles. C'est bien pour cela qu'on emballe notre nourriture avec, et la nature ne sait pas les dégrader. L'homme jette instinctivement ses déchets en bordure de cours d'eau dans les caniveaux, dans les bouches d'égout, c'est assez naturel. On pousse ces déchets en fond de champ, les agriculteurs aussi jouent un rôle important. Les villes entreposent leurs déchets souvent loin de la vue, hein, en bordure de cours d'eau ou des mers et des océans. Nos anciennes décharges sont aussi un problème aujourd'hui. Les mers et les océans sont les récepteurs ultimes naturels, évidemment. La gravité et les circulations des éléments naturels font que les mers et les océans sont les récepteurs finaux de ces objets mobilisables par les réseaux hydrographiques. Et les déchets sont aussi évidemment directement jetés en mer à travers les activités qu'on peut mener dans ce milieu. La question des microparticules de plastique, comme vous le voyez, ça c'est un graphe qui représente les publications scientifiques. La notion de pollution associée à ces objets, elle a émergé dans la conscience publique dans les années 2008-2009, quand on a découvert ces grands, on a parlé de ce grand garbage patch, les continents, les fameux continents de déchets en Atlantique ou dans le Pacifique. Alors, c'est une vue de l'esprit, mais ça a éveillé les consciences au moins. Et puis, on a découvert aussi le gros problème des microparticules de plastique. Et là, on s'interroge, il y a des travaux sur les nanoparticules. On voit bien que donc, les animaux que nous ingérons, que nous allons manger ensuite, les poissons et autres animaux marins, contiennent des microparticules de plastique. Donc ça, ce sont des travaux qui sont encore à explorer. Il y a encore énormément de chantiers. Mais ça a vraiment fait émerger la question des déchets comme pollution majeure. Donc là, vous voyez, le problème des enjeux, c'est que c'est une pollution à multiples faisceaux d'impact qui sont à la fois mécaniques, chimiques, socio-économiques. Ce sont des milliers d'objets qui sont tous différents. Donc, quand on commence à étudier ces déchets, en fait, chaque type de déchet serait un secteur de recherche à part entière. Donc là, on voit qu'il y a les ingestions. Les animaux confondent les déchets avec leur nourriture. Je pense que je ne vous apprends rien. Vous avez les enchevêtrements. Et toute la gamme des animaux et des espèces sont touchées puisque la taille de la bouche, plus on descend dans la taille et plus on a une quantité et un nombre d'individus susceptibles d'ingérer qui augmente. Donc on voit des impacts visibles. Nous, on a des témoignages grâce à des photos qui nous remontent, mais des travaux sont en cours sur les copépodes, sur des mollusques. Voilà, il y a le zooplancton également qui est impacté. Les enchevêtrements, donc les animaux sont empêtrés, s'enchevêtrent dans les objets. Et comment penser qu'un simple lâcher de ballon, quand on envoie son ballon dans le ciel, donc là je m'adresse à des collectivités territoriales, je pense qu'on doit largement évoluer dans ces pratiques qui sont un petit peu naïves, hein, de penser qu'on va sauver des otages à l'autre bout de la planète en envoyant des ballons ou autre chose. Hein. C'est toujours connoté d'intentions très positives quand on fait cela, mais en réalité on envoie des pièges à la faune sauvage. Et puis, on a récemment, il y a aussi un gros enjeu, c'est celui du transport d'espèces invasives. Et également, dernièrement, la découverte de la plastisphère. Il y a énormément d'organismes qui se développent sur ces plastiques et récemment, avec ces questions aujourd'hui, auxquelles on est confronté de virus, eh bien, il y a un risque que les déchets deviennent également des transporteurs de virus. Il y a des vibrions qui ont été découverts et pour l'instant, ce sont des virus qui s'attaquent à des poissons, à des animaux marins, mais on n'est pas à l'abri d'une évolution.
Il y a également la pollution chimique, hein, c'est un point qui est très très important. Les plastiques sont, et pas que les plastiques, tous nos objets contiennent des produits chimiques, évidemment. Ils vont ensuite se diffuser dans l'environnement. Il y a les impacts sur les activités humaines. Je suis désolée, je vais un peu vite parce que je suis à votre disposition, bien sûr, pour des questions ensuite. Et je déroule un petit peu rapidement, vous m'en excuserez, pour essayer d'aborder l'ensemble de ma présentation. La question des pollutions, elle se pose aussi à nos sociétés des hommes. Nous sommes une des espèces les plus répandues aujourd'hui sur cette planète et nous sommes des êtres sensibles. Le premier des impacts, c'est l'impact sur notre morale, l'impact sur le ressenti, sur nos activités, donc de tourisme, de loisirs, de bien-être, de besoins d'esthétique, de vie sauvage, de liberté. Et c'est vrai, quand on arrive sur une plage remplie de déchets, ça nous renvoie à un tas d'idées, d'informations et de notions qui sont plutôt très négatives et qui nous renvoient à notre impuissance, notre incapacité à ce monde qui est en train de partir un petit peu dans une direction qui nous semble donner des perspectives pour l'évolution de l'espèce humaine et de la biodiversité qui ne sont pas très rassurantes, en tous les cas. Les collectivités territoriales doivent dépenser énormément d'argent aujourd'hui pour nettoyer, pour réparer, pour restaurer, alors que la prévention nous aurait permis d'économiser énormément d'argent. Les activités humaines sont également largement impactées. J'ai une photo, voilà. Alors là, je suis en train d'inverser les informations. Là, c'est surtout sur le recouvrement des fonds et les couvertures les déchets quand ils flottent, ils empêchent la lumière de passer. Excusez-moi, je me suis inversée dans mes slides. Les déchets en tant qu'eux-mêmes, ou pollution mécanique, c'est-à-dire que voilà, ils vont recouvrir des zones, ils vont soit en surface ou sur les fonds marins, et évidemment, ils vont avoir des interactions avec la vie marine et ils se dégradent en microparticules de plastique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On parle de 5 000 milliards de microparticules dans l'océan. C'est plus que du nombre d'étoiles dans l'univers. Les impacts sur les activités humaines, donc comme je vous le disais, là, vous voyez une image d'un filet de pêche ramassé après 3 jours de tempête. Les déchets posés sur les fonds ont été remis en circulation avec les courants et évidemment, les pêcheurs ont dû jeter leur filet. Donc, il y a un manque à gagner important. Il y a un manque à gagner, mais aussi un impact sur le moral de ces personnes qui font ces activités qui est très important et qui n'est pas à négliger. Vous avez les risques également de blessures pour les usagers, pour les professionnels. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, les coûts associés, le coût pour la biodiversité, parce que en fait, on a une interface là où la vie est très importante. Hein, c'est un lieu d'échange important entre l'espace terrestre et marin quand on a une zone d'échouage. Recouverte de déchets, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a beaucoup d'impacts qui ne sont pas encore bien mesurés, mais qui sont très importants. Vous avez également... donc là, je vais maintenant aborder l'historique. C'est qu'une fois que ces constats ont été faits, en 2008, on a une réglementation très importante qui a permis une évolution sur laquelle nous construisons aujourd'hui les actions de l'association Mer-Terre. Et je pense que tous ensemble, on est tous contributeurs de la mise en œuvre en France de ce grand plan d'action pour le milieu marin. L'État français donc, applique depuis 2008 cette directive européenne Stratégie pour le milieu marin qui est un moteur et qui construit les bases de cette politique française. Et il s'agit d'atteindre un bon état écologique des eaux en 2020. Donc aujourd'hui, on est dans la deuxième période qui est entamée. Donc là, en ce moment, on a des réunions avec le comité France Océan et l'atelier déchets marins du ministère pour la nouvelle phase d'application de la nouvelle période de la directive européenne. Et le programme continue, donc il y a eu beaucoup de travaux avec d'abord des associations, des scientifiques, des professionnels pour définir ce plan d'action. Et on a des ateliers au sein du ministère
pour développer et concrètement des actions pour réduire ces pollutions en milieu marin. J'ai rajouté ici un point important, c'est que depuis 2008, l'association Mer-Terre coordonne l'opération Calanque propre, qui est l'une des premières qu'on appelle nettoyage d'envergure, parce qu'en fait, il y a énormément d'actions, d'initiatives formidable de la part de plein d'acteurs. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui, peut-être déjà depuis de nombreuses années, font déjà des choses. Et là, l'enjeu, c'est de réussir à se coordonner. Jusque-là, c'était plutôt disparate, déconnectés les unes des autres. Et l'envie, c'est de mieux travailler ensemble, de valoriser les acteurs, de partager nos expériences. Et donc, Calanque propre, pour nous, ça a été le creuset dans lequel on a testé, fabriqué... ils nous ont servi un petit peu de cobaye, nos partenaires de Calanque propre, pour co-construire ces projets de sciences collaboratives dont je vous parle maintenant. Et le contexte également qui nous a permis de construire ces outils, c'est qu'en 2016, il s'est passé un événement important aussi, c'était les premières rencontres nationales des collecteurs de déchets sauvages. Alors ce sont des associations qui, depuis des années, s'engager sur le terrain, qui ont, sous l'impulsion de Denis Blot, qui est un sociologue de l'Université de Picardie, qui a travaillé en étudiant ce que faisait Nature Libre, qui est une association du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont eu l'envie d'utiliser une subvention qui restait pour rencontrer les collecteurs de déchets sauvages. Il les a appelés les collecteurs de déchets sauvages, Denis Blot. Donc on s'est rencontrés, et là on a compris qu'on avait besoin de se structurer, de se rencontrer régulièrement, de partager nos expériences. En 2017, l'association a bénéficié de moyens de la part de l'État et de la région, et cela nous a permis, de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ça nous a permis d'organiser les deuxièmes rencontres des collecteurs de déchets sauvages, au sein desquelles nous avons pu questionner, interroger sur les attentes et les besoins de ces collecteurs. Et en même temps, l'État français concrétisait le programme de surveillance dans le cadre de l'application du plan d'action pour le milieu marin et du coup de la directive européenne stratégie pour le milieu marin. Et donc en fait, les étoiles s'alignaient un petit peu, donc c'est assez bien synchronisé, on va dire, dans le timing. Les choses se sont passées de façon parallèle et les expériences dans un endroit nous ont enrichis pour les expériences dans l'autre, et c'était très stimulant et dynamique. En 2018, donc, nous avons pu bénéficier du soutien technique et conseils expérimentés du Muséum national d'histoire naturelle. Nous nous sommes rapprochés d'eux sur les conseils du ministère pour fabriquer cette plateforme de sciences collaboratives. L'envie étant d'avoir un outil solide, pérenne, professionnel, et qui soit une marque blanche, entre guillemets, parce qu'il ne s'agissait pas que ce soit Mer-Terre ou une autre association, où on voulait que ce soit fédérateur et rassembleur. Et le muséum nous a semblé et a bien voulu porter cette plateforme. Donc, elle est créée, conçue, fabriquée, inventée, nous sommes les inventeurs, Mer-Terre, co-conçue et construite grâce à la participation de l'ensemble des partenaires, et elle est développée par le muséum. Tous les contenus appartiennent à Mer-Terre, et nous, on met tout ça en Creative Commons. On est vraiment dans une démarche de mise en commun et de bien commun de l'humanité. Et c'est de la donnée libre, et on en parlera, mais il faut que j'avance, je suppose. Donc, on a créé la plateforme Remettre Zéro Plastique pour Réseau Méditerranéen Zéro Plastique, parce que la région Sud a voulu être site pilote. Il a fallu qu'on soit dans un cas concret. Et la région nous a subventionné pour fabriquer une version régionale de cette plateforme. Et tous les contenus sont exactement ceux de la plateforme nationale. Donc, en fait, on a une interface, une entrée Remettre Zéro Plastique au niveau national. Et en 2020, on a sorti sa grande sœur ou sa maman, qui est Zéro Déchet Sauvage, qui est la plateforme nationale Zéro Déchet Sauvage. Elle permet, leurs objectifs, ce sont vraiment d'abriter une base de données des acteurs et des actions, et les contenus quantitatifs et qualitatifs des ramassages. Notre objet, c'est de réduire les déchets en mer. Ça, c'est protéger la biodiversité, coordonner les efforts existants de nettoyage des espaces qui en ont besoin. Et pour agir en mer, il faut agir à terre. Donc, quand on dit ça, ça veut dire notre objectif, c'est
coordonner les actions dans les bassins versants. Donc, c'est développer une approche globale et unifiée du problème des déchets sauvages pour trouver des solutions en remontant aux sources des déchets marins. Et finalement, chaque maillon sur notre territoire, chaque acteur détient un pouvoir de fermer son petit robinet. Comme on dit, les ruisseaux font les rivières et les rivières les grands fleuves. Et finalement, tout ça, ça fait nos océans. Et c'est grâce à chacun d'entre nous, et la notion d'écosystème, d'écologie, là, elle vient vraiment, c'est que dans un écosystème, c'est chaque individu, chaque espèce, et quelle est leur relation avec l'environnement, et c'est la qualité de ces relations qui est importante, qui est interrogée là. Cette plateforme, elle héberge des données homogènes, standardisées. Nous travaillons avec un comité de pilotage, avec le CEDRE, avec l'IFREMER, avec des scientifiques. Nous sommes vraiment dans un souci d'être le plus dans une souplesse de langage, de vocabulaire, de formulation des choses pour que ça rentre dans les politiques déchets des collectivités territoriales, mais également dans la politique de lutte contre les pollutions marines. Donc en fait, on doit faire un jonglage parce que les approches ne sont pas les mêmes quand on parle de macro-déchets avec la directive européenne ou de la politique déchets et des collectivités territoriales. Donc on a rentré tout ça dans la base de données pour qu'ensuite on peut requêter sous différents angles. Et tout ça, c'est au service des gestionnaires et des pouvoirs publics. On pense tableau de bord, outils de gestion. Ça permet de centraliser des ressources également, scientifiques, pédagogiques, des bonnes pratiques, de renforcer donc toujours cette capacité des acteurs dans leur territoire. Et aussi, c'est un formidable outil de sensibilisation, d'éducation pour conscientiser. La caractérisation des déchets, elle permet de mieux comprendre les phénomènes de pollution, des déchets sauvages diffus, de connaître les zones d'accumulation. Donc, c'est un tableau de bord de ce qui se passe dans les territoires, les zones polluées par rapport à d'autres moins polluées, qui intervient où, pourquoi, de récolter des données pour avoir un appui auprès des décideurs, d'impliquer les fabricants parce qu'on a rentré tout ça, c'est chaque objet, hein, enfin, il y a plusieurs niveaux de précision, mais on peut aller jusqu'au secteur d'activité économique, on peut même aller jusqu'à la marque si on le souhaite, tout est offert et possible. Donc ça peut être un outil intéressant et on travaille là aujourd'hui, Citeo est très très intéressé par tout ça, par rapport à l'évolution de la réglementation bien sûr. C'est un outil pour informer les consommateurs, pour agir sur les politiques publiques et ça permet d'évaluer les plans d'action puisque la mesure régulière nous montre notre efficacité. Est-ce qu'on a réduit nos déchets ou au contraire est-ce que certains déchets augmentent? La plateforme Zéro Déchet, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans la plateforme. Je pense qu'il y aura d'autres séances avec le conseil, le comité régional du tourisme et la région. Mais en tous les cas, voilà, c'est juste… Isabelle, ouais. Juste justement pour embrayer un petit peu, ce qui peut être intéressant pour j'ai envie de dire, nos auditeurs, nos participants, pour se projeter sur le fonctionnement de cette plateforme avec vous, c'est voilà, qu'est-ce qu'il va falloir concrètement, comment ça va impacter l'organisation de leur ramassage. On ne va pas aller effectivement sur les modalités d'intégration d'informations sur la plateforme parce que ça, on le fera dans la suite de notre programme. Là, c'est de leur dire, voilà, en gros, dans leur opération de ramassage, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour donner quelles informations. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ça. Et là, derrière, on imaginera, puis on développera effectivement au prochain webinaire les modalités. Mais c'est de dire, voilà, qu'est-ce que vous allez, entre guillemets, nous demander ou leur demander effectivement de faire et qu'est-ce que ça va permettre de renseigner. C'est juste ça et d'évaluer. Voilà. D'accord. Donc, je vais directement sur la dernière slide, mais je remonterai peut-être après pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec les données. Donc, dans le cadre de ce programme de coordination de vos actions dans cette grande bannière pavillon bleu mobilisé pour un nettoyage d'envergure en Occitanie, donc nous, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est vous inscrire dans la plateforme de sciences collaboratives Zéro Déchet Sauvage. D'après ce que j'ai compris, le comité régional du tourisme et la région seront à votre disposition. Nous aussi, Merter, on sera à votre disposition si besoin pour vous accompagner dans cette inscription dans la plateforme. Ça vous permet de représenter, d'annoncer votre nettoyage et de pouvoir communiquer cette information auprès des gens de votre public. Donc, bien entendu, les outils de communication de l'association Merter sont aussi à votre disposition. On a des réseaux sociaux, on a un certain nombre de canaux vers lesquels vous pouvez aller
pour communiquer. Et en tous les cas, la plateforme pourrait annoncer votre opération sur sa carte, son interface cartographique. On peut vous accompagner dans l'évaluation quantitative des déchets. Il y a des niveaux de caractérisation. On vous conseille sur un niveau plutôt léger, niveau 2 pour nous, nettoyage d'envergure, où il faut évaluer le volume, le poids. Ça, c'est des choses où on vous accompagne sur les méthodes. On vous fera une formation pour ceux qui le souhaitent. C'est assez simple. De nombreuses associations, de nombreuses structures aujourd'hui font ça. Et donc, on vous accompagne dans un process pour que ce soit cadré dès le départ au moment de l'opération, pour que vous ne soyez pas débordé au moment où ça se passe. On vous guidera. On va traiter et analyser les données. Donc, vous, derrière, il faudra quand même rentrer les données dans la plateforme. Donc, pareil, on vous accompagnera pour ça. C'est assez simple, elle est assez bien faite. C'est de l'autocongratulation. Mais on a un retour assez positif en tous les cas des utilisateurs. Le muséum a l'habitude de faire des programmes de sciences participatives. C'est assez ergonomique, assez intuitif, donc ça marche assez bien. On traitera ces données, nous, on va analyser tout ça et on vous apportera un éclairage, une lecture sur cet instant T qui est un point zéro pour vous. Si vous voulez ensuite prolonger ça dans le temps, on aura comme ça une base sur laquelle s'appuyer et voir une évolution. Ça vous permettra d'avoir un tableau de bord, donc des zones aussi polluées, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe dans votre territoire? Ça vous permet d'identifier les secteurs d'activité économique, mais aussi les acteurs qui s'impliquent dans votre territoire. Et également de faire des préconisations éventuellement, et on pourra vous apporter des éclairages. Par exemple, là, je vous communique les résultats de l'opération Calanque Propre 2020. Ça, c'est l'exemple de cartographie qu'on peut sortir sur notre territoire. On avait 36 zones en 2020, pardon. Vous voyez, on peut avoir quel type de matériaux sont présents. On a ramassé 84 mètres cubes de déchets. Ça veut dire 12 voitures. Une voiture, ça fait 6 mètres cubes à peu près. C'est des quantités importantes qu'on est en capacité de ramasser dans ces grosses opérations. Il y avait 52 structures qui participaient. Et là, c'est une carte qui sort les types de déchets. Tout le monde n'a pas mesuré. Vous avez vu ici, c'est non qualifié. On sait simplement qu'on a un volume global. Donc, c'est possible de faire comme ça. Mais ça, on peut faire des cartographies plus simples, plus faciles pour vous à lire. Ça, c'est un bilan qu'on a fait de l'opération Calanque Propre. On peut sortir des déchets indicateurs. Donc, nous, on invite à certains déchets indicateurs. On a des méthodes pour évaluer, en gros, le nombre de mégots. Vous n'êtes pas compté au mégot près. Par contre, on accompagne simplement pour compter on aime bien compter les choses faciles. Alors, les bouteilles en verre, les canettes en aluminium et les bouteilles plastiques, ça, c'est assez facile à compter. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a des politiques aujourd'hui de valorisation et de recyclage, et cependant, on en trouve encore beaucoup abandonnés dans l'environnement, donc ça nous interroge et on a envie de travailler avec Citeo là-dessus. On a mesuré aussi les masques jetables, là, c'était important pour nous, et évidemment, on peut choisir avec vous des types de déchets que vous aimeriez mettre en avant si vous avez des contextes spécifiques qui vous semblent importants et que vous voulez absolument suivre. Donc, on est complètement disponible pour cela. Par exemple, là, on a une demande aussi sur les capsules de protoxyde d'azote parce que ça leur a semblé important. Et là, le CEDRE nous a demandé de travailler sur les masques jetables. Le CEDRE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, je ne vois plus rien. Moi, je ne vous vois pas réagir. Donc, je ne sais pas. Le CEDRE, c'est... En fait, on va aller jusqu'au bout de cette présentation sur comment ça va fonctionner. Et puis après, on va laisser venir peut-être des questions, Isabelle, parce qu'effectivement, oui, je vois Moi, j'ai terminé. Les témoignages, voilà. Voilà, juste ça, écoutez, j'ai terminé. Voilà, c'était pour dire qu'on a plein d'outils et de tutoriels. On aura des autres temps d'échange avec ceux qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche pour vous accompagner précisément et répondre au mieux à vos interrogations. Il y a des outils aussi de prise en main faciles. Donc, voilà, moi, je me tiens entièrement à votre disposition. Peut-être en complément, Isabelle. C'est vrai que là, ça peut paraître un peu laborieux, mais ça l'est pas forcément parce que les outils qu'on met à disposition, notamment avec Faisons des merveilles, sont là pour accompagner cette caractérisation, ces sciences participatives. Vraiment, la logique de votre opération, elle peut
permettre d'avancer, avoir des données, à faire avancer aussi la recherche, puisqu'on met à disposition des pesons, donc les choses pour pouvoir peser tous les déchets que vous allez ramasser, et puis les sacs en toile de jute qui ont été créés par le Parlement de la mer, en fait, équivaut à 100 litres. Donc, ça permet aussi d'avoir ce genre de repère pour pouvoir faire du ramassage. Il suffit de dire, ce sac-là sera dédié aux bouteilles en plastique, l'autre est bouteille en verre. C'est des choses qui peuvent se faire très facilement quand on a briefé un peu les équipes de ramassage. Donc, comme le disait Isabelle, on ne rentre pas forcément dans le détail de l'inscription dans la plateforme aujourd'hui, mais on vous accompagnera pour pouvoir y rentrer, sachant que l'intérêt de cette plateforme qui est déjà liée au musée d'histoire naturelle nous semblait vraiment importante et pertinente puisqu'elle est reconnue par-delà le niveau national. Hein. Et puis, elle permet aussi une souplesse parce que les acteurs qui sont pas très à l'aise avec ces sujets-là peuvent aller sur du comptage à minima. Mais ceux sur lesquels il y a un engagement plus fort ou un souhait d'aller dans le détail, on peut avoir des protocoles qui sont beaucoup plus poussés et qui peuvent aussi être intéressants. Donc ça sera des choses qu'on pourra discuter avec chaque participant dans les semaines à venir aussi. Merci Emeline et merci Isabelle. Moi je retiens une chose par rapport à la présentation, à votre présentation Isabelle, sur l'importance de ces questions de l'observation, c'est qu'elles permettent d'alimenter des réflexions des pouvoirs publics sur des dispositifs à mettre en place en amont sur la réduction de la production des déchets, et c'est très important de pouvoir les alimenter. Donc là on est des petits grains de sable qui participent un peu voilà, à la plage, mais en tout cas je pense que c'est très très bien de pouvoir bénéficier de cette plateforme pour alimenter ça, mais aussi d'alimenter les réflexions de chacun des sites dans leurs initiatives, puisqu'effectivement les sites pavillon bleu, avec les grandes exigences de ce label, je souris en direction de Maïna, ont besoin de développer leurs initiatives, et de toute façon ils le font avec sincérité. Je pense notamment sur la question des mégots de cigarettes, à toute cette campagne de production et de distribution gratuite sur certaines stations de cendriers portatifs, voilà, pour éviter de jeter les mégots sur les plages. Il y a certainement d'autres choses à imaginer, et ça sera une source certainement pour nous tous d'action et de conception d'action pour aller dans le bon sens. Donc c'est très très précieux. Ça multiplie largement l'importance de cette opération de ramassage au-delà de la collecte elle-même, du nettoyage. Ce ne sont pas des opérations de nettoyage. On est clair qu'on est dans un autre enjeu. Si vous me permettez, à moins que Marion, tu veuilles intervenir, dis-nous, ou on passe aux questions, vas-y.